Chaque soir, jusqu'à 20h, le 16-20 sur Jordan FM. Allez, c'est toujours Guillaume avec vous et comme convenu, on retrouve tout de suite Pierre Desprats qui est avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir Guillaume. Et merci d'être avec nous. On va parler de votre actualité avec le légendaire tout à l'heure. Mais avant, déjà, je vous rappelle que vous pouvez suivre cet entretien en direct et en simultané sur la page Facebook de Jordan FM en Facebook Live. Bon, racontez-nous comment vous avez vécu, vous, cette période de confinement. Bah écoutez, comme beaucoup, d'abord, je dirais que cette période de 7 semaines de confinement s'est passée en 3 étapes. Les 15 premiers jours ont été principalement consacrés à sécuriser l'ensemble du personnel de Desprats Saint-Verny en répondant à leurs questions, à leurs interrogations, à leurs craintes et en essayant justement d'adapter l'entreprise à ce cataclysme qu'il y a eu. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a eu 15 jours, 3 semaines où là, on a sécurisé financièrement l'entreprise. Un impact et une fermeture, comme nous avons tous connu, ça nécessite de faire des projections quand même financières dans l'entreprise. Donc, cette étape-là, ça a été de rencontrer nos partenaires bancaires, d'utiliser tous les moyens possibles que nous a donné l'État et d'utiliser ces moyens pour sécuriser financièrement l'entreprise. Et puis, la troisième étape, c'est celle qu'on vit en ce moment, c'est de préparer, nous, notre reprise, puisqu'aujourd'hui, à ce jour, nous n'avons pas repris, nous sommes toujours au chômage partiel pour les 48 salariés de Desprats Saint-Verny et nous sommes là en train de nous projeter sur le retour à l'ouverture de nos clients hôteliers, restaurateurs, afin qu'on puisse mieux les accompagner dans cette crise que nous vivons, mais que nous subissons plutôt aujourd'hui. Ouais. Revenons à ces conséquences. Je suppose donc que la fermeture des bars et des restos, en fait, a eu un gros impact sur vous. Oui, c'est nous aujourd'hui, l'hôtellerie-restauration représente 70% ou 80% quasiment de notre chiffre d'affaires, donc c'est très impactant bien sûr. Après, on a une autre activité avec les cavistes, avec l'exportation également, mais qui est à l'arrêt aussi, et puis également avec la grande distribution qui là aussi est resté ouvert, mais qui était minimum dans notre chiffre d'affaires. Ouais, pour vos clients, comment vous avez fait du coup? Vous avez offert des services de livraison, ce genre de choses. On pouvait quand même passer des commandes? Alors la première étape dans la sécurisation de notre personnel, c'est que nous n'avons pas voulu fermer nos magasins parce que je pense que c'était un devoir de notre part d'être présent pour nos clients et de rester ouverts. Donc, la loi nous en donnait la possibilité puisque nous sommes alimentaires. Donc, nous avons gardé ouverts ces magasins malgré une faible fréquentation, comme vous pouvez vous imaginer. Mais voilà, on a gardé un contact très, très proche avec nos clients. Ouais, financièrement, ce sont de grosses pertes pour vous également, du coup. Oui, bien sûr, bien sûr. Financièrement, on va mettre des années avant de pouvoir revenir à notre santé financière d'avant. Mais soyons optimistes parce que aussi, ça permet, ces moments-là, ces 7 semaines nous ont permis de réfléchir sur peut-être comment réinventer un peu notre entreprise, comment trouver d'autres solutions. Donc, il y a l'aspect financier, mais aujourd'hui, on a bien sûr contracté comme bon nombre d'entreprises un emprunt d'État. Et d'ailleurs, il faut saluer la réactivité de nos partenaires banquiers qui tout de suite ont été à nos côtés pour sécuriser financièrement l'entreprise. Alors j'ai lu une interview de Jean-Marie Fabre, en fait le président des vignerons indépendants de France, qui a déclaré que cette crise mettait en danger la pérennité de certaines exploitations. Est-ce que vous avez pu discuter avec certains qui avaient aussi ce genre d'inquiétude? Oui, alors, écoutez, depuis ce début de confinement, je fais partie des 12 responsables de l'ANIA. Donc, l'ANIA, c'est l'Association internationale des entreprises agroalimentaires, où on est en lien direct avec les ministères, où on fait remonter les informations des entreprises agroalimentaires. Parce que j'ai utilisé ce temps de fermeture et de confinement pour mettre un petit peu mon action
au service de tous. Et donc, j'ai été entré en lien direct. Je représentais la filière viticole à l'ANIA. Et donc, je peux vous confirmer en effet que la filière viticole est en grand danger. Bon nombre de petites appellations, dont bien sûr, comme les nôtres, Côte d'Auvergne, puisque nous avons une deuxième casquette de producteurs, sont en grand danger. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, première raison, c'est que les ventes de vin se sont bien sûr effondrées. Aujourd'hui, on demande à l'Europe la destruction à la distillation de 3 millions d'hectolitres qui, malheureusement, nous a été refusé. Le ministre de l'Agriculture est en train de trouver d'autres solutions portées par l'État français. Et puis, la deuxième chose, c'est tout simplement que nous avons les cuves pleines. Donc, nous avons là aussi de très, très gros problèmes pour accueillir dans quelques mois la prochaine vendange. Ouais, que faire de ces stocks, en fait? C'est ça le gros problème. Exactement, on est dans le même cas que la filière fromagère. Et Dieu sait si on est une région de fromage avec 5 appellations, on est dans le même cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en surproduction. On a 3 mois d'arrêt total de vente. Et donc, il va falloir qu'on trouve des solutions pour que nos caves baissent. On ne veut pas faire certainement comme l'Espagne ou l'Italie qui veulent aller sur des marchés en détruisant les marges et en détruisant les prix. Nous, ce n'est pas notre politique. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Donc, on essaye de trouver d'autres solutions et on est en train en ce moment. Ouais. Quelles pourraient être ces solutions, justement? Alors, on en a 2. Aujourd'hui, c'est soit on embouteille massivement, mais là, il faut qu'on nous accompagne financièrement parce que une mise en bouteille, ça coûte cher. D'abord en mise, avec une matière sèche qui coûte cher, mais également en stockage. Donc ça, c'est la première piste. Et la deuxième piste, c'est l'accompagnement de l'État français et du ministre de l'Agriculture dans l'autorisation de pouvoir détruire en quelque sorte une partie de nos stocks. Bon, très bien. 2 solutions envisagées. Et est-ce qu'on peut anticiper déjà un retour à la normale, ou est-ce que, comme la plupart de vos collègues, vous envisagez ce retour à la normale assez long en fait? Alors, je sais que chacun, et Dieu sait si ce coronavirus nous aura appris une surcommunication, chacun a son avis. En ce qui me concerne, je pense que la réouverture des bars et des restaurants va se faire le 2 juin pour les zones vertes, un peu plus tard pour les zones rouges. Vous savez, je pense que les gens ont vécu de grandes craintes, de grandes inquiétudes, et que nous sommes dans la partie viticole, nous sommes des liants, des créateurs de liens. Et je crois que les gens vont avoir tellement besoin de revenir derrière un comptoir, sur une table de restaurant, en train d'ouvrir une bouteille de vin, siroter une bière, prendre un apéritif. Je pense que les gens sont boulimiques de liens et nous sommes des créateurs de liens. Donc, gardons espoir. Moi, je pense que les gens reviendront assez vite parce qu'ils en ont tellement besoin dans leur vie. Justement, on va terminer avec une note sympa en parlant de ce lien. Justement, le 6 avril dernier, c'était la journée de la légendaire avec le nouveau millésime. C'est vrai que c'était une journée un petit peu particulière pour vous. Alors, ça a été une journée très triste, paradoxalement, alors que ça aurait dû être une journée très joyeuse. Le 6 avril devait être la sortie de la légendaire qu'on avait avec toutes les équipes préparées pour accueillir nos 400 invités. Voilà, ça n'a pas pu être fait. Donc, on a inventé une nouvelle façon peut-être de consommer et de voir la légendaire, puisqu'on a fait une sortie de légendaire. Alors, écoutez, le vous savez, vous imaginez à quoi ça sert. Donc, on a mobilisé notre site internet, on a mobilisé l'ensemble de nos tocs d'Auvergne, de nos ambassadeurs qui ont reçu une bouteille de légendaire accompagnée d'un morceau de Cantal, les 2 filières un peu fragiles en ce moment et qui ont tellement besoin de soutien de la population, et vous le savez. Et donc, nous avons décidé d'envoyer une petite bouteille de légendaire avec un morceau de Cantal à nos clients et ambassadeurs. Nous avons décidé de mobiliser notre site internet pour promouvoir la légendaire à travers la France en offrant le port gratuit pour toute personne qui achète 12 bouteilles de légendaire partout en France. Ouais, là aussi, c'est une façon de réinventer son métier, en fait. Complètement. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire parce que
on a eu une vraie réussite, au-delà complètement de nos espérances. Le film de la légendaire a été vu un peu plus de 40 000, je crois 40 ou 45 000 fois. Le site internet a été bloqué 2 fois par des commandes vraiment à profusion. Non, on est très surpris et très heureux. Et on se réinvente. Et vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il va falloir qu'on apprenne les nouvelles technologies, même si l'état de mes cheveux prouve que je ne suis pas trop dans cette génération-là, mais on est obligé et condamné en tout cas à se bagarrer. Est-ce que vous pensez aussi, comme vos collègues, que cette crise va permettre de consommer encore plus local ? Alors, ça, c'est une vraie grande inquiétude et une vraie grande question. Moi, je crois beaucoup que les personnes et les gens ont découvert des marchés de proximité, ont découvert la solidarité, ont découvert, d'ailleurs, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai été surpris de la créativité des réseaux sociaux. Les gens ont été excessivement créatifs en faisant des apéros virtuels, en faisant plein de choses dont on ne pouvait même pas imaginer. Et oui, je crois que les gens ont redécouvert des filières courtes. Et écoutez, on ne va pas s'en plaindre parce qu'on fait partie de ça. Et la solidarité, écoutez, on en a tellement besoin en ce moment. En effet. Monsieur Desprats, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un petit mot pour les auditeurs, vos clients ? Écoutez, vos auditeurs, d'abord, nous, on le suit vraiment régulièrement par l'intervention de chefs d'entreprise qui donnent leur avis. Et donc, franchement, je trouve votre initiative là aussi excellente. Moi, c'est un mot d'espoir. C'est vraiment, on a vu que le confinement, que rester chez soi, c'est compliqué, c'est triste. L'être humain n'est pas fait pour ça. Et donc, retrouvons-nous très, très vite autour d'une table, autour d'une terrasse, à l'extérieur, avec bien sûr les gestes barrières, mais autour d'un verre de vin. Bien sûr que je choisirais plutôt un vin d'Auvergne, mais ça, vous connaissez mon nom. En tant qu'amoureux des vins d'Auvergne, bien évidemment. Voilà. Ou éventuellement d'une petite bière ou d'une gentiane, mais enfin, en tout cas, d'un produit local avec quelques degrés d'alcool pour faire oublier un petit peu quand même la morosité de cette période. Justement, on peut rappeler pour finir que vos boutiques restent ouvertes avec bien sûr des règles d'hygiène précises à respecter, mais sont ouvertes. Complètement. Et puis là, je crois que l'ensemble des chefs d'entreprise, des commerçants, là, se sont organisés d'une façon exemplaire dans les gestes barrières. Ça, on accueille avec le gel, les masques, enfin, aucun problème. Mais parfait. Merci beaucoup, Monsieur Desprats, d'être passé à notre micro. On vous souhaite une bonne continuation, bon courage pour la suite. Merci, Guillaume. Et à très bientôt. Jordan FM.